Donc Transdev est un des opérateurs de transport internationaux. Nous avons un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, employant 83 000 collaborateurs. Nous sommes présents dans 20 pays. 40% en France, 35% en Europe hors France et 25% d'autres dans les autres continents. Et nous sommes en train de regarder actuellement de nouvelles zones de développement, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Alors on est ce qu'on appelle opérateur de mobilité et comme vous le constatez, nous opérons les formes classiques de transport collectif, les trains, les métros, les tramways, les bus, mais également des modes plus légers comme les taxis et les VTC, ainsi que les formes nouvelles de mobilité, l'autopartage, à Nice en particulier, le vélo partagé, en particulier électrique, et les services numériques, j'y reviendrai. Alors le transport public, pour le resituer comme activité économique, c'est globalement une activité mondiale avec un chiffre d'affaires de plus de 500 milliards d'euros. Donc c'est une activité importante. Et sur ces 500 milliards d'euros, il y a à peu près 30% qui sont ouverts à la concurrence et ce marché sur lesquels, avec d'autres, nous opérons, le reste étant opéré par des régies. Alors, ceci étant, le transport public, c'est qu'une petite partie du transport. Alors, on n'a pas les chiffres mondiaux, mais si on prend l'exemple de la France, et si on prend les transports intérieurs de voyageurs en France, on voit que les transports publics collectifs, peu importe le terme, ne représentent qu'une petite minorité, puisque encore aujourd'hui, plus de 80% des déplacements motorisés, c'est-à-dire en dehors de la marche à pied, sont effectués par les véhicules particuliers. Alors aujourd'hui, les défis de la mobilité urbaine sont de trois ordres. On va se focaliser sur les transports collectifs urbains, puisque on parle des smart cities. Aujourd'hui, comme vous savez, 50% de la population mondiale vit en ville. En 2020, ça sera 60%. Et aujourd'hui, les trois grands défis de la mobilité urbaine sont la congestion, la pollution et le financement. Alors la congestion, c'est les embouteillages dans les grandes métropoles. Le calcul a été fait pour l'Union européenne et les embouteillages coûtent 80 milliards d'euros aux collectivités européennes en temps perdu, en temps gaspillé, etc. C'est un phénomène qui existe aussi dans les grandes métropoles des pays émergents et qui constitue un frein très important à leur développement économique. Le deuxième défi, c'est la pollution. Dans l'Union européenne, 24% de l'émission des gaz à effet de serre vient du secteur des transports. Alors, il est vrai que dans ce secteur des transports, on y inclut les transports de marchandises. Et si on prend les transports de personnes, c'est un peu moins. Et les transports collectifs, encore moins. Mais aujourd'hui encore, 80% des transports sont assurés par des véhicules et qui fonctionnent essentiellement avec du pétrole et des dérivés du pétrole. Le troisième défi de la mobilité urbaine, c'est le financement des transports collectifs, puisque pratiquement à travers le monde, dans tous les cas de figure, les usagers ne payent qu'une partie minoritaire des transports publics. Il faut savoir, par exemple, en France, mais plus généralement en Europe, c'est de l'ordre de 30 à 40% pour les pays où ils payent le plus et que le reste est financé par les collectivités locales, les collectivités territoriales qui, en Europe, mais pas uniquement, sont confrontés à des problèmes de financement et donc il y a une difficulté pour financer à la fois les investissements mais aussi l'exploitation courante de ces transports. Alors ces transports sont face aujourd'hui à une triple rupture, une rupture technologique, une rupture dans les usages et les attentes des habitants des villes et une rupture dans les financements.
La rupture technologique, elle est en particulier introduite par le développement des services numériques et du smartphone, avec des nouveaux services, des nouvelles expériences clients et une révolution sur les data avec le phénomène des big data sur les traces numériques laissées un peu partout et qui est utilisé pour optimiser les services offerts. Et demain, très clairement, l'arrivée des voitures autonomes et des infrastructures intelligentes vont constituer une rupture très importante. Des études ont été faites, en particulier sur la ville de Lisbonne, qui montrent que des voitures autonomes à Lisbonne peuvent remplacer l'ensemble des lignes de bus, pas les lignes de métro, mais l'ensemble des bus, sans parler des taxis, peuvent être remplacés s'il y a un service important de voitures autonomes. Donc une rupture technologique progressive, mais qui va être une véritable révolution dans les années à venir. La deuxième rupture, c'est dans les usages et les attentes des habitants des villes, avec ce qui est là aussi connu, mais qui affronte le système des transports, c'est le développement de l'économie du partage et de l'usage versus la propriété. Et on passe du transport à une mobilité vécue comme un service et consacré et utilisé comme un usage. On a par exemple le développement du covoiturage et de l'autopartage dans le domaine de la mobilité, et ces deux types de partage n'étaient pas nouveaux, ils existaient depuis assez longtemps, mais ils se sont développés fortement maintenant, en particulier grâce au développement des smartphones et des services numériques. Et donc c'est un mouvement qui n'est pas propre à la mobilité, qui est global. C'est le cas dans l'informatique ou pour les serveurs, mais que on découvre et qui se développe fortement aujourd'hui dans la mobilité. Le troisième rupture, c'est dans les financements. Je vous ai dit tout à l'heure que les transports publics collectifs urbains avaient des difficultés pour financer leur investissement et leur exploitation. Alors à l'heure où les financements publics s'essoufflent, il y a une très forte disponibilité d'argent privé pour financer les startups dans le domaine de la mobilité, et c'est particulièrement le cas aux États-Unis. Bon, c'est le cas bien connu d'Uber, valorisé à plus de 50 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le financement privé n'est plus un obstacle au développement des nouveaux services, mais également des nouvelles infrastructures et des nouveaux types de véhicules. Je pense en particulier aux voitures électriques. Donc, face à ces trois ruptures, il y a aussi une évolution très forte entre la mobilité individuelle et collective. Il y avait avant une frontière très nette entre le transport individuel et le transport public, le transport collectif. Je suis entré dans ce secteur il y a un peu plus de 10 ans, et à l'époque, il y avait le transport public et l'ennemi, c'était la voiture. Or, aujourd'hui, sous la pression de ces ruptures, le paysage du transport collectif, du transport de la mobilité se transforme, et un rapprochement entre le transport individuel et le transport public s'opère. D'un côté, la voiture qui, il y a quelques années, était possédée individuellement et utilisée individuellement, devient louée, partagée, avec le développement de l'autopartage, du covoiturage et des locations entre particuliers. Par ailleurs, elle devient de plus en plus écologique avec les progrès faits sur les carburants et aujourd'hui et demain le développement de la voiture électrique. De l'autre côté, le transport collectif devient, lui, de plus en plus individualisé, avec le développement du transport à la demande, qui peut assurer du transport collectif carrément de porte-à-porte. Et par ailleurs, il y a le développement de l'intermodalité et
les utilisateurs passent beaucoup plus facilement, avec en particulier le développement des services numériques d'information et de paiement de l'un à l'autre. Alors face à ces ruptures, à cette évolution, le premier axe, compris les entreprises de transport public, ça a été d'améliorer l'offre et les services de transport public. Et depuis plusieurs années, des mesures et des actions ont été prises pour améliorer l'efficacité des transports publics. D'abord, améliorer l'efficacité énergétique. Alors, le transport public en lui-même a une efficacité énergétique plus importante que des voitures individuelles, mais il était possible d'aller plus loin. Et donc, cette efficacité énergétique est arrivée avec les nouveaux gammes de métro et de tramway qui, grâce à de nouveaux matériaux, grâce aussi avec des systèmes de récupération d'énergie au freinage, consomment beaucoup moins d'électricité que leurs prédécesseurs, et surtout avec l'arrivée des bus hybrides et actuellement la mise en œuvre et le développement des bus électriques, demain des bus à hydrogène, etc. Ensuite, une efficacité opérationnelle avec des nouveaux systèmes mis en place essentiellement pour les réseaux de bus, les systèmes qu'on appelle des bus à haut niveau de service, qui permettent, en ayant des voies séparées pour les bus, des priorités au feu, des stations adaptées, une plus grande vitesse, une plus grande régularité et donc une plus grande attractivité pour les passagers, les utilisateurs. Et enfin, une amélioration forte des performances internes des opérateurs grâce au développement technologique, avec une maintenance prédictive qui maintenant est généralisée grâce au big data et une optimisation des processus internes permettant d'être plus efficaces. Le deuxième axe de la réponse des transports publics actuels, c'est de passer du transport public fixe à une mobilité souple. Et là, c'est l'utilisation de l'ensemble des nouveaux services numériques, essentiellement d'abord qui ont commencé avec la géolocalisation de chacun des modes de transport, en particulier de chacun des véhicules, qui ont permis de donner, alors d'abord de mieux gérer les flottes et de pouvoir faire une régulation dynamique et de mettre et de faire, de gérer l'avancée des bus en fonction des demandes des utilisateurs, mais aussi pour le service, une information des passagers en temps réel par Internet et sur smartphone, et aussi ensuite une dématérialisation des transactions, puisque on est passé assez rapidement du ticket papier au titre magnétique, et puis maintenant plus généralement au paiement par smartphone. Alors pour répondre directement au futur de la mobilité, quelles sont les perspectives? Alors, comme disait l'humoriste, prévoir l'avenir, prévoir c'est pas facile, surtout quand il s'agit d'avenir. Et puis par ailleurs, les évolutions sont assez rapides. Mais en gros, avant les révolutions évoquées précédemment, comme je disais, la question du transport en ville se résumait à la dichotomie voiture particulière vers transport en commun. Et bon, aujourd'hui, cette dichotomie a tendance à s'effacer. Et le futur du transport est donc celui de la mobilité et plus celui du transport. Et cette mobilité, elle va se développer selon 7 axes qui sont résumés sur le tableau. Premier axe, c'est une mobilité qui sera room to room. Alors, on a l'habitude de parler du door-to-door, mais on va aller plus loin puisque la mobilité, elle va commencer chez soi, dans son salon, devant l'application transport de son smartphone qui va permettre de choisir le meilleur moyen de transport. Et ensuite, mais aussi avec des nouvelles offres de
transport qui permettront pour un certain nombre d'utilisateurs, en particulier les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, les personnes âgées, d'aller les chercher jusque chez elles et pas simplement dans la rue. Le deuxième axe sera ce qu'on appelle sans couture, c'est-à-dire que forcément dans un transport, dans une mobilité qui va intégrer plusieurs modes de transport, le déplacement va se faire, je veux dire, sans rupture, grâce à deux éléments. Premièrement, des éléments d'information, c'est-à-dire que sur son smartphone, on aura, je veux dire, des informations très précises sur les différentes correspondances qu'on devra prendre. Et par ailleurs, deuxième élément, le ticketing sera intermodal, c'est-à-dire que sur son smartphone, on aura rechargé une application qui permettra de payer le taxi, qui permettra de payer le VTC, le métro, le bus, la voiture partagée, etc. Et troisièmement, seront mis en place des zones d'échange, des zones d'intermodalité, de correspondance qui permettront d'effectuer facilement le passage d'un mode à l'autre. Le troisième axe, ça sera le côté individualisé du transport public, puisque aujourd'hui, de plus en plus dans tous les domaines, les consommateurs demandent une réponse individualisée. Et les transports publics, par définition, c'est collectif. Mais toute la tendance et le travail des opérateurs, c'est de pouvoir avoir une réponse individualisée et donc aux besoins, adaptés aux besoins de chacun. C'est la logique du end user. Et donc, alors effectivement, l'individualisation, elle va pas porter sur la transformation des transports collectifs en quelque chose de beaucoup plus individualisé, mais elle permettra aux consommateurs de choisir chaque jour le mode et le type de déplacement dont il a envie. Aller vite un jour quitte à payer plus cher, aller payer moins cher et aller plus lentement le lendemain. Un axe évident, c'est l'axe écologique, donc une mobilité respectueuse de l'environnement. Et là-dessus, c'est tous les progrès qui sont effectués, qui seront effectués sur ce qu'on disait tout à l'heure, les bus électriques. Une mobilité sûre, bon, ça c'est un axe qui est toujours constant et qui continuera de l'être sur le fait d'avoir des transports qui sont efficaces et sûrs. Une mobilité solidaire. Donc là aussi, ça c'est un point sur lequel les changements aujourd'hui posent un peu de problème, c'est-à-dire une mobilité respectueuse des intérêts économiques de chacun. J'y reviendrai. En gros, une mobilité qui tienne compte des capacités des différentes couches de la population, à la fois financière, mais aussi l'accessibilité aux services numériques. Et puis aussi une mobilité où il y ait une logique de partage de la valeur. Aujourd'hui, un certain nombre de plateformes, je pense en particulier Uber, mais c'est pas la seule, capte toute la valeur et le statut des conducteurs précaires sera amené à évoluer. Enfin, c'est une mobilité abordable, c'est-à-dire une mobilité pour laquelle il faudra qu'il y ait une poursuite de l'accroissement de l'efficacité dans la gestion de la mobilité. Donc face à ces défis, à ces évolutions, quelle est la réponse de Transdev et comment nous essayons de progresser sur ces 7 piliers de la mobilité du futur face aux attentes des consommateurs et aussi face aux nouveaux entrants dans l'univers des transports, puisque jusqu'à présent, la compétition s'effectuait entre opérateurs, entre guillemets, classiques de transport. Et nous voyons arriver les leaders de l'industrie du numérique à travers les plateformes. Et puis demain, les voitures autonomes. Uber aujourd'hui, vraisemblablement, Google, Apple et d'autres, à travers les voitures autonomes, deviendront des opérateurs de la mobilité.
Alors nos deux méthodes, c'est symbolisé par les mots ensemble et concrètement. Ensemble, c'est de travailler très concrètement et très étroitement avec les collectivités territoriales. Les transports publics sont un des éléments essentiels du vivre ensemble dans les villes, dans les agglomérations, dans les métropoles. Et par conséquent, les collectivités territoriales ont un rôle essentiel pour définir le modèle qu'ils veulent de mobilité dans leurs agglomérations. Clairement, les transports publics, vous l'avez compris, traditionnels doivent évoluer, et s'ils restent comme ils sont menacés. Ils doivent évoluer pour s'adapter aux nouveaux besoins, mais une ville où il n'y aurait que des VTC ou des voitures autonomes serait une ville où un certain nombre d'habitants, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des cartes de crédit, parce qu'ils ne savent pas utiliser des smartphones, ou parce qu'ils habitent dans des zones, des agglomérations où il n'y a pas suffisamment de densité pour justifier la présence de ces véhicules, seraient dépourvus de tout transport. Et donc, un équilibre est absolument nécessaire, et c'est le rôle des collectivités locales de s'en préoccuper. J'étais la semaine dernière en Amérique du Nord et j'ai rencontré le maire de Montréal, et c'est une des préoccupations qu'ont ces élus. Et on est aussi présent aux États-Unis, et on a aussi puisqu'on exploite plusieurs milliers de taxis aux États-Unis, c'est des discussions et des taxis et des transports publics avec les maires de grandes agglomérations américaines qui sont les premiers touchés par ces phénomènes, et qui se posent la question de l'équilibre entre un réseau de transport collectif et des transports individuels du type des VTC. Donc ça, le premier élément, c'est ensemble. Et le deuxième élément, c'est d'avancer très concrètement avec une série d'innovations dans ces domaines. Alors, à titre d'exemple et de façon non exhaustive, quelques exemples d'innovation sur ces nouvelles mobilités. Alors, quelque chose le carrefour des mobilités, c'est pas un service, c'est un concept qu'on a testé à Grenoble en 2014, et c'est une nouvelle approche qui repositionne le piéton au cœur des mobilités, parce qu'on l'oublie souvent, mais pour aller prendre un transport, il faut à un moment donné pouvoir aussi marcher et se préoccuper des cheminements piétonniers, et donc qui repositionne le piéton au cœur des mobilités, qui facilite l'accès aux différents services de transport et de mobilité et d'intermodalité, mais aussi qui favorise l'accès aux activités des quartiers, et ce pour un équipement urbain léger et peu coûteux, et une forte utilisation du numérique. Deuxième exemple d'innovation dans le domaine des nouvelles mobilités, c'est ce qu'on appelle en bon français des trip planners, et nous avons développé par une filiale qui s'appelle Cityway une application qui permet, donc une application mobile, multimodale, en temps réel et prédictive, ce qui est une forme assez nouvelle, qui est actuellement disponible à Lyon, que nous avons par ailleurs vendu à Toronto, et qui permet à ces agglomérations d'offrir à leurs habitants toutes les informations et de calcul d'itinéraire, de trafic et de disponibilité, à la fois en temps réel et de manière prédictive sur une heure, concernant les transports publics, la circulation automobile, les parkings, le covoiturage, l'autopartage et le vélo partagé. Dernier type d'exemple,
Nous avons des expériences actuellement en France de covoiturage dynamique urbain. Comme vous savez, il y a à travers Blablacar en particulier du covoiturage longue distance qui fonctionne bien. Il y a de grandes difficultés d'avoir du covoiturage urbain parce que le partage des coûts est relativement, enfin les coûts sont relativement faibles et l'intérêt tiré du partage a des difficultés à justifier le fait de faire un détour ou d'avoir une discipline, c'est-à-dire, puisque les gens, généralement, c'est pour aller travailler, ont besoin d'avoir des précisions et d'être très sûr et très certain de l'heure de l'arrivée de la voiture. Et donc, nous sommes en train de tester un système de covoiturage dynamique subventionné par des collectivités qui permet d'assurer dans un certain nombre de villes ce transport collectif à partir de volontaires. Nous avons par ailleurs lancé 2 expériences, une dans le cadre de services publics et l'autre complètement commercial à Washington, de taxis partagés avec des systèmes où un taxi prend de la même façon, mais à l'ère du smartphone, de ce qui se passe dans un certain nombre de villes nord-africaines ou africaines, avec plusieurs passagers qui montent à différents moments, à différents endroits pour aller à différents endroits aussi de destination et qui permet d'abaisser les coûts et d'être beaucoup plus efficace. Nous sommes en train aussi de développer de façon dans un certain nombre de localités françaises un système assez original et assez frustre, mais qui coûte pas cher, d'autostop participatif, qui est là aussi, qui s'appelle Réseau Pouce, qui est aussi une initiative tout à fait intéressante et où le numérique joue un grand rôle. Et plus globalement, nous sommes en train de travailler sur un concept que nous appelons Mobility as a Service, sur lequel nous travaillons avec d'autres partenaires sur la ville d'Helsinki et qui a pour objectif à terme qui programme à terme la disparition des voitures et un système d'abonnement qui permet d'utiliser en fonction de la journée, de son désir, de ses besoins, etc., tous les types de transports publics, que ce soit les transports publics, les taxis, les voitures partagées, les vélos, etc. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, les transports urbains sont à la veille, sont déjà engagés, mais à la veille de changements profonds et importants, de véritables révolutions à la fois dans leur mode d'exploitation, dans les services qu'ils offrent et aussi dans les acteurs qui vont être présents dans ce secteur. Simplement, il ne faut pas oublier que les transports ne sont, même si c'est un élément important, qu'un des éléments de l'ensemble des smart cities et ils ne peuvent trouver leur efficacité que dans un système plus général qui intègre bien évidemment l'urbanisme, par exemple. L'évolution et le développement des voitures autonomes va considérablement modifier les besoins d'urbanisme, les besoins de parking, les besoins de circulation des villes. Et donc ça, c'est un élément fondamental, mais également les réseaux, etc. Donc c'est un des éléments, comme ça a toujours été, de la ville, et il est essentiel que l'ensemble de ces évolutions des smart cities se déroulent de façon parallèle. Voilà, je vous remercie, je suis à disposition si vous avez des questions à poser. Bonjour, comment est-ce que vous gérez en interne au niveau des changements que ça implique pour les équipes? Comment est-ce que donc au niveau des ressources humaines finalement vous gérez ces changements? Alors, premièrement, on a mis en place des systèmes d'incitation à l'innovation dans l'entreprise, puisque
On a un système, mais ça c'est le cas de beaucoup d'opérateurs publics, qui est extrêmement décentralisé. À savoir, nous avons 700 filiales, puisque en gros à chacun des contrats, dans chacun des 20 pays où on est présent, le contrat est géré par une filiale, et donc nous croyons beaucoup à l'innovation décentralisée, quitte à faire circuler les innovations par des systèmes d'information horizontaux. Donc là-dessus, il y a un système où chaque équipe est incitée à innover et à utiliser les nouvelles modalités. Et puis nous venons de lancer un système qu'on a appelé Digital Pass. Thierry Elkaïm en est l'opérateur, il est ici présent si vous voulez plus d'informations, qui vise à généraliser la culture numérique dans l'ensemble de l'entreprise. Bon, alors ensuite, on est un secteur où on fait beaucoup de management de proximité, et c'est avec ce type de management de proximité, qu'on fait évoluer la culture et les mentalités de nos opérateurs, pour qu'ils soient capables de répondre mieux à ces nouveaux besoins. Mais clairement, 83 000 personnes de façon très dispersée, ça prend un peu de temps, et l'évolution est assez variable suivant les pays, suivant la culture, d'abord de services, et puis l'intégration des cultures numériques dans chacun des pays. C'est pas la même chose. On est en Colombie, c'est pas la même chose en Colombie qu'aux États-Unis, qu'en Californie. On gère les services internes de l'université de Stanford. C'est clair que les chauffeurs de Stanford n'ont pas la même accès à la culture numérique et technologique que les chauffeurs de notre BRT de Bogota. Donc tout ça se fait de façon largement décentralisée, mais très incitée, et avec beaucoup d'incitation pour s'ouvrir à ces nouvelles ruptures et à cette culture numérique. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Merci.